Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers amis, vous le savez, on nous a annoncé une augmentation de l'électricité. Il paraît que ce serait de 5,9%. Pour l'instant, le gouvernement a retenu le bras de l'organisme, mais il me paraît important aujourd'hui que nous puissions réfléchir à la question de l'électricité, de l'énergie et toutes les questions afférentes. Pour ce faire, me semble-t-il, le meilleur pour cette partie, c'est Bruno Combi. Soyez le bienvenu, Bruno. Merci Olivier, bonjour à tous. Vous êtes ingénieur, polytechnicien et surtout président des écologistes, de l'association des écologistes pour le nucléaire. C'est ça. Ce qui n'est évidemment pas une appellation que l'on trouve tous les jours. Et vous aurez l'occasion certainement de nous expliquer pourquoi, en tant qu'écologiste, vous êtes pour le nucléaire. Au fond, vous pouvez même le dire tout de suite, car... Mais écoutez Olivier, c'est très simple. Il y a beaucoup d'avantages à l'énergie nucléaire, et notamment des avantages écologiques. D'abord, ça consomme extrêmement peu de matières premières, puisqu'avec 1 gramme d'uranium, on produit autant d'électricité qu'avec 1 tonne de pétrole. Donc 1 gramme pour 1 tonne, c'est une différence énorme. C'est un facteur 1 million. Donc il y a 1 million de fois moins de matières premières qu'on est obligé d'aller chercher dans les entrailles de la Terre, au niveau des mines ou des puits de pétrole. Et à l'autre bout de la chaîne, on va produire bien sûr des déchets, du combustible usé, de la matière première consommée. Mais comme il y a 1 million de fois moins de matières premières et que les déchets, c'est jamais que la matière première qui s'est un peu transformée, eh bien il y a aussi 1 million de fois moins de déchets en masse. Mais en volume, c'est encore pire, puisque les déchets de la combustion du pétrole, c'est des gaz, dont la densité est 1000 fois plus faible, alors que les déchets nucléaires, c'est essentiellement des éléments, et même des éléments lourds, dont la densité est donc 100 000 fois plus faible encore. Donc on a un facteur de plusieurs milliards dans le volume des déchets. Donc c'est des millions en masse et des milliards en volume. C'est quand même énorme comme différence. Et de ce fait, la stratégie qui a été adoptée par l'industrie nucléaire civile un peu partout dans le monde depuis que le nucléaire est exploité au service des populations, ça a été non pas de rejeter, comme on fait pour le pétrole, le gaz et le charbon, les fumées dans l'atmosphère, parce qu'il y en a tellement qu'on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir faire d'autre, que de les rejeter. Non, dans le nucléaire, on va confiner ces déchets, les conserver et les garder à l'écart de la biosphère, des écosystèmes, de manière à ce qu'il n'y ait strictement aucun impact écologique, et il ne peut pas y en avoir, puisque justement, ils ne sont pas remis dans les écosystèmes, donc il n'y a pas d'impact sur les écosystèmes. Alors, ils ne sont pas remis dans les écosystèmes, il faut que nous en parlions. Parce qu'on fait quand même une très grosse fixation, populaire même, et militante pour les écologistes antinucléaires, sur ce problème des déchets nucléaires. Mais avant que vous justifiez ce point de vue, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'existe pas des solutions de réutiliser ce combustible usé pour en tirer de nouveau un peu d'énergie et en affaiblir les effets radioactifs ultérieurs? Bien sûr, et pour nos amis écologistes, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Voilà. Or, le recyclage est mis en pratique par l'industrie nucléaire, là encore, de manière efficace et industrielle même, depuis plusieurs décennies maintenant en France. C'est ce qu'on appelle le recyclage du combustible usé à l'usine de La Hague. Oui. En Normandie. Oui, bien sûr. Et donc, voilà comment ça se passe. On a mis le combustible qui a brûlé, qui a fourni son énergie. On le ressort du réacteur. Ce combustible est solide, ce sont des barres, des tiges de combustible. On les emmène à l'usine de recyclage qui est à La Hague. Et là, on va les couper en petits morceaux, puis les tremper dans un bain d'acide qui va dissoudre tout ça. Et on va précipiter ensuite, et on va obtenir 3 paquets à la sortie. Oui. D'un côté, l'uranium, qui n'a pas complètement brûlé, bien sûr, il y a seulement une partie, même une petite partie de l'uranium qui a brûlé, puisque c'est seulement de l'ordre de 3-4% d'uranium qui a brûlé. Il reste donc 96% d'uranium non brûlé. Et cette partie-là, elle est séparée par le processus de retraitement, recyclage, et donc on va pouvoir le récupérer intact, et le recycler dans les réacteurs demain, soit les mêmes réacteurs aujourd'hui, soit d'autres réacteurs demain. C'est ce qu'on fait par exemple
avec le combustible MOX, où on recycle là une partie du plutonium, puisqu'il y a 1% de plutonium qui est apparu. D'accord. Donc 96% d'uranium récupérable et recyclable, soit aujourd'hui, soit plus tard, et 1% de plutonium qui contient encore plus d'énergie par unité de masse que l'uranium, qui n'est donc pas un déchet, comme certains voudraient nous le faire croire, mais au contraire une ressource extraordinaire pour les réacteurs du futur, ou les réacteurs d'aujourd'hui, puisque dans le MOX, on brûle déjà le plutonium dans nos réacteurs actuels, ce qui fait qu'aujourd'hui, la production de plutonium est à peu près à l'équilibre. On en reconsomme à peu près la même chose que ce qu'on produit. Ah oui, c'est intéressant. Et ça. il y a seulement 3% de déchets, ce qu'on appelle ultimes, c'est-à-dire qu'on ne leur connaît pas d'utilisation industrielle courante aujourd'hui. Donc ceux-là, on considère que c'est des déchets. Et on les vitrifie de manière à les rendre inertes pour qu'ils ne puissent pas se dissoudre comme ça facilement dans l'eau ou se diffuser dans le sol, etc. Oui. Donc ils sont rendus inertes par vitrification. Vous savez que le verre, c'est une des substances qui est le plus inerte qui soit. Par exemple, on trouve des verres ou des poteries romaines qu'on trouve, qui ont séjourné au fond des océans et plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années après, eh bien, elles sont toujours là. Et donc, on vitrifie les déchets nucléaires pour qu'ils soient aussi inertes que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et l'idée, c'est que pour l'instant, on les stocke à La Hague, parce que c'est pas un gros volume. En fait, ça tient dans un seul bâtiment à La Hague, sur quelques mètres de profondeur. Le volume qui est à peu près un gymnase, disons. Quand on rentre dans la pièce, c'est un grand gymnase. Et donc, on les stocke là-bas en attendant de trouver le meilleur endroit possible dans le sous-sol où on pourra les mettre de manière définitive. Et alors, ce sous-sol où on enfouirait ces déchets est complètement neutre, si je puis dire, inerte. Il n'y a pas de risque sur les nappes phréatiques. On prend notre temps pour choisir le meilleur endroit possible, puisque ensuite les déchets vont probablement y rester pendant très longtemps, même peut-être jusqu'à la fin des temps, on ne sait pas. Donc on choisit le meilleur endroit possible. L'idée, c'est que ça ne revienne pas facilement en surface, dans les nappes phréatiques, etc. Et que si jamais ça revenait, ça soit au bout d'un temps tellement long que les déchets, de toute façon, se seront décomposés entre-temps. Puisqu'un des avantages des déchets nucléaires, c'est justement qu'ils sont radioactifs, donc la définition de la radioactivité, ils se décomposent. Ils s'autodétruisent. C'est biodégradable, un déchet nucléaire. Par définition, ce qui est un gros avantage sur les déchets chimiques toxiques et stables qu'on produit dans des quantités bien plus importantes aujourd'hui et qui ne sont pas du tout, quantités industrielles absolument, et qui ne sont pas du tout retraitées ou recyclées de la même manière. C'est pour ça que l'industrie non nucléaire, chimique, aurait beaucoup à apprendre de la manière dont l'industrie nucléaire recycle, retraite et stocke ces déchets sans les remettre dans les écosystèmes. Parce que c'est beaucoup mieux fait dans le nucléaire que dans la plupart des autres secteurs de l'industrie. Alors Bruno Combi, à vous entendre, l'apologie que vous venez de faire du nucléaire est assez convaincante, il faut bien le dire. Je vous remercie. Mais pourquoi alors ce psychodrame autour des déchets ? Pourquoi ces trains que l'on arrête en se couchant sur les voies ? Pourquoi des populations refusent-elles l'enfouissement ? Que sais-je encore ? Il y a une dimension psychodramatique autour du nucléaire. Et il faut avouer que si vous allez à La Hague, par exemple, vous y êtes certainement allé, comme bien sûr, plusieurs fois. Le site est quand même très impressionnant. Avec ses barbelés tout autour, ses grilles, ses gros blocs. Il y a quelque chose de à la fois inquiétant et futuriste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très prométhéen. Mais en fait, c'est prométhéen. Il y a une raison fondamentale à ça, qui tient à l'acte de naissance, en quelque sorte, de l'histoire du nucléaire dans l'ère moderne que nous vivons aujourd'hui. Oui. C'est 1945, on a commencé Hiroshima, Nagasaki. Et donc, le nucléaire, pourtant, existait. Enfin, Marie Curie, la découverte de la radioactivité en 1896 par Becquerel, un Français d'ailleurs. Oui. Puis Marie Curie, une Française également. Voilà. Et le Becquerel qui sert aujourd'hui comme unité de mesure de la radioactivité. Voilà. Encore, c'est une unité qui est infiniment petite et donc est très utile aux antinucléaires pour terroriser les populations. Ah oui, bien sûr, parce que quand on parle en Becquerel, par exemple, vous, Olivier, sur ce plateau de télévision aujourd'hui, vous faites 10 000 becquerels environ, donc c'est pas pour autant que le plateau est gravement contaminé, bien entendu. Non, mais je ne suis pas radioactif, je suis téléactif. C'est ça, exactement. Non, télé-radioactif. Télé-radioactif. Non, sérieusement, oui. Ce que vous me dites là, c'est intéressant. Le becquerel, en effet. C'est une unité minuscule et qui est donc très utile pour ceux qui veulent jouer à nous faire peur sur des doses infiniment faibles de radioactivité. Dès qu'on parle en becquerel, c'est tout de suite des milliers, même à l'état naturel, le corps humain, par exemple. Oui, bien sûr. Même dans un caillou, dans cette table, dans du bois, dans les rideaux. Et si nous étions en Bretagne, voilà. Et si on est en Bretagne, là, on parle en millions, en milliards de becquerels, et donc on a très vite fait
de faire peur avec des doses qui en réalité sont toutes petites et tout à fait inoffensives. Parce qu'un becquerel, c'est un atome qui se désintègre à chaque seconde, un seul atome. Oui. Et un atome, c'est infiniment petit, on sait ça depuis longtemps. Ça, on le sait. Voilà. Même le béotien que je suis. Et donc une unité qui compte les atomes, c'est forcément une unité qui est vraiment infinitésimale. Mais alors, vous avez fait une remarque très juste. C'est que le nucléaire a pour lui une naissance malheureuse, si je puis dire. C'est ça, donc c'est né sur un choc qui a tué plus de 100 000 personnes 2 fois de suite à quelques jours d'intervalle. En effet. Et donc ça a très vite eu la réputation de quelque chose qui consiste à semer la terreur, en quelque sorte. Et cette terreur a ensuite été amplifiée avec ce qu'on a appelé la guerre froide, puisque deux puissances mondiales, d'un côté le bloc soviétique, de l'autre côté les Américains, se sont fait la guerre avec une course aux armements nucléaires et ont joué sur cette peur collective et l'ont eux-mêmes amplifiée pour pouvoir se partager la planète en deux. C'est-à-dire que les deux ont amplifié cette peur chacun de leur côté. Du coup, tout le monde y a cru, puisque c'était les deux plus grandes puissances mondiales qui l'affirmaient et qui faisaient des démonstrations scientifiques d'explosions terribles devant nos yeux pour nous montrer. Et ça leur a permis de régner à eux deux sur la planète entière. Donc chacun des deux y a trouvé son compte. Mais en fait, l'ensemble de la planète a été désinformé parce qu'on a grandement exagéré les effets dévastateurs bien réels de la bombe atomique, mais pas réels au point d'effacer l'humanité comme ça d'un trait de plume quand même. Et surtout, cette peur du nucléaire militaire, qui était en partie justifiée, et il faut faire très attention encore pour l'avenir, c'est ensuite transféré automatiquement sur le nucléaire civil, surtout que les deux grandes puissances ont toutes les deux pensé que c'était immédiatement que c'était l'avenir de l'humanité, et ça qui assurerait la suprématie future. Donc, notamment en Occident, il y a eu toute une campagne de désinformation pour nous faire croire que le nucléaire civil était très très dangereux pour pas qu'on en fasse, tout simplement. Voilà. Avec des puissances derrière pour pousser. Et donc, surtout en Occident, il y a une très grande peur encore aujourd'hui de cette industrie nucléaire qui est une sorte de reste de la guerre froide et des désinformations qu'on a pu subir à cette époque. Alors, vous avez une position évidemment très iconoclaste par rapport à la doxa en la matière. Cela étant, Bruno Combi, je suis obligé de vous dire qu'il y a eu des accidents graves. Bien sûr. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, par exemple, qui sont des accidents civils. Alors, que répondez-vous à cela ? Alors, il y a eu 3 accidents graves dans l'histoire du nucléaire. On va les prendre un par un, puisqu'ils sont un peu différents à chaque fois. Il y a eu l'accident américain. Vous avez l'accident américain, le premier, Three Mile Island, en 1979. Exactement. Donc celui-là, il est fort intéressant à examiner, parce que c'est exactement le type de réacteur que nous avons en France. Voilà. Donc, à la différence de Tchernobyl et Fukushima, qui étaient différents comme type de réacteur. Donc, 0 mort, 0 blessé. Si c'est ça l'accident le plus grave qu'on puisse avoir, après 50 ans d'histoire du nucléaire qui nous fournit 80% de notre électricité, ma foi, c'est peut-être pas l'industrie la plus dangereuse que nous ayons, même dans notre pays. Ensuite, Tchernobyl, bien sûr, il y a eu des morts. Il y a eu une bonne trentaine de morts, 50 si on compte les morts indirects, les cancers induits a posteriori. Et puis les contaminations locales. Il y a une contamination qui, bien sûr, ne s'arrête à aucune frontière, mais qui se dilue tout de même à mesure qu'on s'éloigne de la frontière, puisque c'est fonction du carré de la distance. Donc quand vous êtes 10 fois plus loin, vous avez une dose 100 fois plus faible. Et quand vous êtes 1000 km plus loin, vous avez une dose à 1 million de fois plus faible. Donc on ne peut pas dire que ça a contaminé la planète entière à des doses dangereuses. Ensuite, Fukushima, c'était encore un petit peu différent. Là, c'était un réacteur de construction américaine qui datait des années 60, donc était assez ancienne. Elle avait une enceinte. Tchernobyl n'avait pas d'enceinte de confinement. Oui, c'est le problème. Donc ils ont fait toutes les bêtises empilées les unes sur les autres. Il y avait un réacteur instable, mal conçu, à visée plutôt militaire au départ pour produire du plutonium. Oui, ce qui était en cause à Tchernobyl, c'était plutôt le socialisme que le nucléaire, en fait. Oui, mais aussi l'absence de sécurité, d'une manière générale. Enfin, la planification soviétique. La culture de sûreté était beaucoup moins développée que chez nous. Le prix de la vie humaine était moins pris en considération que chez nous. Voilà, donc ils avaient un réacteur instable qui fait que quand on voulait appuyer sur la pédale de frein pour l'arrêter, il accélérait pendant 30 secondes. Du coup, ça a divergé et ils ont eu un accident très grave. Gravissime. Explosion. Et ça a brûlé ensuite pendant 15 jours une bonne partie du contenu même du cœur, partie dans l'atmosphère. Alors qu'un réacteur avec confinement, eh bien, ma foi, ça va confiner par définition la radioactivité. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une faible proportion qui partira dans l'atmosphère, même si l'enceinte de confinement était endommagée. Et c'est ce qui s'est passé ensuite
à Fukushima, où il y avait une enceinte de confinement, mais de toute première génération, une enceinte américaine qui faisait environ 10 cm d'épaisseur en acier, alors que les réacteurs que nous avons aujourd'hui, c'est 1 cm de béton fortement armé, ce qui n'est pas du tout la même chose en résistance. 1 cm. Non, 10 cm. 10, oui, à Fukushima, 10 cm d'épaisseur, à peu près comme ça. Hein. Oui. Voilà. Et donc cette enceinte a tenu les 4 premiers jours, ce qui a donné le temps d'évacuer toute la population, et malheureusement, c'était une situation très difficile, ils ont perdu le contrôle d'un certain nombre de choses, et le 4e jour, l'enceinte a eu une brèche. Et donc, par cette brèche, un certain nombre de substances gazeuses a pu s'échapper et donc contaminer effectivement l'environnement. Mais comme la population civile avait été évacuée, eh ben, on sait qu'il n'y a aucun impact sur cette population civile. Et quant aux travailleurs de Fukushima, eh bien, ils avaient des dosimètres, même en période d'urgence, et donc on sait aussi les doses qu'ils ont reçues. Ah, d'accord. Et il n'y a a priori personne qui est mort par la radioactivité à Fukushima. Il y a eu des morts par noyade, il y a eu des morts par de crise cardiaque, il y a eu des morts dans les opérations de secours, il y en a qui est tombé d'une échelle, etc. Mais il n'y a pas eu de mort par exposition à la radioactivité. Il y a eu plusieurs blessés qui ont dépassé la dose, mais pas à des niveaux dangereux. Eh bien, nous allons faire une pause sur ces constats un peu dramatiques et plutôt rassurants finalement dans votre esprit en tout cas. Et nous allons essayer de voir maintenant si on peut continuer donc avec le nucléaire. C'est ça la vraie question. Alors, chers amis, nous étions à Fukushima, en plein drame nucléaire, c'est vrai, quoique mon invité, Bruno Combi, polytechnicien, ingénieur, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire, a été, je dois dire, assez convaincant. Vous ne convaincrez pas, mon cher ami, tous les téléspectateurs, mais il était important qu'ils connaissent enfin un certain nombre de considérations techniques, matérielles, et chiffrer même. On ne pourra pas reprocher à un polytechnicien de chiffrer les choses, mais c'est important. Et si je vous ai bien compris, il y a un avenir au nucléaire. Et alors, comment pourrait être cet avenir en France ? Parce que nous avons une belle entreprise qui s'appelle EDF, qui a été, disons, assez prospère, mais qui maintenant connaît de grandes difficultés. Et on dit que c'est à cause de ces programmes nucléaires, justement. Alors, que faut-il penser de tout cela ? Eh bien, Olivier, d'abord, le but n'est pas de convaincre, mais je préfère le mot informer, de manière, comme vous dites, à donner des chiffres, et puis chacun se fait son opinion en toute liberté. Je crois qu'on est ici tous pour ça. TV Liberté. TV Liberté, exactement. Et donc, EDF, effectivement, est une très grosse et très belle société. 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est la plus grosse compagnie d'électricité au monde. Il faut quand même le préciser. Plus grosse que toutes les compagnies américaines, qui sont plutôt des compagnies dans chaque État ou dans chaque région, ce qui fait qu'EDF, elle toute seule, est plus grosse. Et plus grosse que toutes les autres compagnies qu'on trouve en Allemagne, où c'est dans les Landes. Pareil, chaque Lande a un peu sa compagnie d'électricité régionale. Donc c'est une très grosse et très belle compagnie qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire la France, y compris sur le plan de son réseau, de son électricité, et pour remonter le pays. Et nous profitons toujours de cette belle entreprise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est peut-être moins en forme financièrement qu'elle ne l'a été il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Il y a des raisons à cela. En fait, cette augmentation dont vous parlez de 5,9% des tarifs de l'électricité qui nous est annoncée, qui a été repoussée à cause des gilets jaunes, mais qui viendra sans doute tôt ou tard, c'est simplement un rattrapage en quelque sorte. Parce que ce qui se produit, c'est très simple. On a une très belle société qui produit une électricité très propre, peu polluante et pas chère, puisque 2 fois moins chère qu'en Allemagne. Et encore moins cher par rapport au Danemark. C'est-à-dire que plus un pays fait des éoliennes et des énergies renouvelables, plus c'est cher. Plus ça coûte cher. Et plus ensuite, il faut quand même produire l'électricité avec autre chose, donc ça coûte encore plus cher. Voilà. Et donc, on a la chance d'avoir une électricité propre et pas chère en France, mais ce qui se passe, c'est que les gouvernements successifs font, comme l'électricité, ça compte un peu dans le prix de la vie, ils ont plus ou moins bloqué, demandé à EDF de modérer, de ne pas augmenter son prix de l'électricité, tout en même temps en mettant des obligations à EDF qui augmentent ses charges. Donc où l'histoire fait qu'il y a des charges qui se sont rajoutées. Pas toujours de la faute d'EDF d'ailleurs. Il y a par exemple après Fukushima, on a pris des grandes mesures post-Fukushima pour rassurer l'opinion publique et augmenter encore la sûreté nucléaire qui est déjà très sûre, mais pour la rendre encore plus sûre.
Et donc là, on a rajouté un paquet de milliards d'euros en demandant à EDF de le payer. Donc c'est pas gratuit, on peut pas le faire. On comprend bien qu'on peut pas le faire sans augmenter quelque part à un moment donné le prix du kilowattheure. En même temps, il y a eu des difficultés du groupe Areva. Alors j'allais le dire. Voilà. Il y a eu la reprise d'Areva qui a coûté très cher à EDF. Voilà, qui n'est pas repris entièrement par EDF, mais enfin dont une partie des difficultés financières est tout de même repris par EDF. Là aussi, c'est un fardeau de plus, et on ne peut pas le faire sans, à un moment donné, le faire payer quelque part. Voilà. Alors, la fonction, enfin le cœur de métier d'Areva était à l'amont d'EDF, n'est-ce pas? Il s'agissait essentiellement de chercher du combustible et de le rendre... Alors, Areva, c'est le cycle du combustible, par définition. Voilà. Donc ça concerne d'un côté tout ce qui est les mines, pour trouver extraire l'uranium, la fabrication du combustible, puisque ce n'est pas du uranium pur, il faut préparer le combustible, c'est usiné. Hein. Non, et ensuite, ce combustible est vendu à EDF. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, ensuite, on récupère le combustible usé. Donc là, c'est de nouveau le groupe Areva qui récupère le combustible usé, qui va le transporter, le recycler à l'usine de La Hague et s'occuper des déchets. Donc tout ça, c'est le cycle du combustible nucléaire. Donc les difficultés d'Areva, puisque c'est de ça dont on parle, ont eu deux causes, pour faire simple. Il y a eu d'abord une cause intrinsèque qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a eu la construction du programme nucléaire français où s'est construit Framatome et Cogema, à l'époque, qui sont devenus Areva. Et donc là, c'était un peu l'âge d'or d'Areva, en quelque sorte. Enfin, ça s'appelait pas Areva à l'époque. Hein. Et puis ensuite, il y a une période où le parc de réacteurs que nous avons aujourd'hui a déjà été construit, donc il n'y a plus de commandes. Voilà. Donc il ne reste plus que plutôt juste le combustible. Mais le prix du combustible nucléaire dans le chiffre d'affaires global du nucléaire est extrêmement faible. C'est moins de 10%. D'accord. Et donc, l'âge d'or, construire un réacteur, c'est beaucoup plus cher. Donc cet âge d'or du début est passé, et le renouvellement du parc qui viendra plus tard n'est pas encore commencé. D'accord. Donc il y a une difficulté intrinsèque qui est liée au calendrier. Il n'y a plus de construction et il n'y a pas encore le renouvellement. Donc il y a forcément une période creuse qui avait été anticipée, en quelque sorte, par Framatome, notamment, en mettant un peu d'argent de côté. Mais là-dessus, il est venu se rajouter peut-être un management pas vraiment optimal. À qui pensez-vous? Alors, on ne va pas donner de nom, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Non, je ne donnerai pas de nom, mais moi je le donnerai, c'est Madame Lauvergeon. Voilà, bon. Et peut-être d'autres, qui sait. Oui. Voilà. Mais disons que le management n'a pas été très bon, que les sous qui avaient été mis de côté ont été investis et un petit peu délapidés plus vite que prévu, ce qui fait que ce qui était une très belle société avec plein d'économies, et qui devait vivre un peu sur ses économies pendant un certain temps, a plus de difficultés pour vivre sur ses économies. Voilà. Et donc, puis, il y a aussi, alors, les investissements nouveaux, et notamment l'EPR. Il y a l'EPR qui également a coûté cher, voilà, puisqu'il y a eu des dépassements de tarifs. Alors, on peut discuter à l'infini pour savoir de la faute de qui c'est. C'est multiforme, il y a plusieurs raisons. Bon. Mais la haute technologie est toujours en dépassement de budget. C'est souvent un peu plus cher que prévu, mais bon, le chantier a beaucoup traîné aussi, il y a eu des délais. Bon, le délai, ça coûte très cher parce que c'est des immobilisations financières. Bien sûr. Il y a eu le désir d'en faire un réacteur européen international. Alors, la Finlande voulait construire une certaine proportion, ce qui est normal puisque ça se passe chez eux. Ensuite, comme c'est franco-allemand, il fallait se partager entre la France et l'Allemagne. Ensuite, pour payer moins cher, on a voulu prendre des travailleurs qui venaient de différents pays pour faire le béton, etc., qui n'était pas cher. Ensuite, ça fait longtemps qu'on n'avait pas construit de réacteur nucléaire aussi. Oui. Et donc, il a fallu remettre les équipes un peu en route. Depuis le grand programme de décembre 73, lancé par... qui s'était terminé en France en janvier 1999, avec Civaux 2, le dernier réacteur et la dernière tranche du grand programme nucléaire français. Donc, il a fallu 26 ans pour compléter le programme nucléaire français. Et depuis 1999, on n'avait plus de nouveaux réacteurs en construction. Donc il faut redémarrer en quelque sorte cette filière et c'est ce qu'on fait, donc on paye un peu les frais du redémarrage, de la mise en route. Là. Évidemment, ça ne sera pas le même prix quand on en construira ensuite 2, 4, 10, 20 d'un coup. Vous pensez qu'on aura une baisse du prix? Il y aura bien sûr une baisse du prix. Bon, pour l'instant, pour les 2 réacteurs qui doivent être construits par la France à Hinkley Point en Grande-Bretagne, l'estimation du prix de construction est de l'ordre de 11 milliards d'euros, mais il n'y en a que 2. Oui.
Et pour ensuite une construction en série, on pense que ça sera plutôt autour de 8 milliards d'euros, sachant que les réacteurs qu'on a aujourd'hui qui fonctionnent nous ont coûté entre 3 et 5 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, on fait les choses d'abord beaucoup mieux. On fait des enceintes de confinement plus grosses. Elle est double au lieu d'être simple, elle est plus épaisse. Ensuite, il y a 4 jeux de sécurité au lieu de 3 dans les centrales, donc ça, on reprend un quart du coût en plus. Bah oui. Vous voyez, et donc on fait plus attention à un certain nombre de choses, puis tout coûte plus cher, la main-d'œuvre coûte plus cher, les sous-traitants coûtent plus cher. Donc c'est normal que ça coûte un peu plus cher qu'la première fois, mais on estime que ça sera de l'ordre de 8 milliards d'euros une fois construit en série, sachant que pour 2 unités, là, on est sur 11 milliards d'euros. Ah oui. Voilà. Donc on a un coût donc le coût augmente au moment du redémarrage, ce qui est normal, et il va rediminuer après. Voilà. Alors, l'EPR vous paraît être le réacteur d'avenir pour la France, alors? Oui, tout à fait. L'EPR est une très belle machine. Il faut voir que d'abord, c'est le réacteur le plus gros au monde. Non seulement le réacteur nucléaire le plus gros au monde, mais la machine de production d'électricité la plus grosse au monde. Plus gros que les réacteurs au charbon, plus gros que les centrales à gaz, oui, même plus les gros turbines, que les centrales au pétrole. Les turbines d'aval, tout ça. La turbine Arabelle, qui est utilisée, la plus grosse turbine sur les centrales EDF, ou qu'on vend à l'export, est une très belle turbine. C'est la plus grosse turbine du monde. Donc c'est énorme comme moyen de production d'énergie. Et la Chine, qui a démarré son EPR avec succès, et quasiment dans le délai et le budget qui est prévu. D'ailleurs, donc on voit bien que c'est pas l'EPR ou le nucléaire qui a un problème de délai et de budget, mais que c'est plutôt l'Europe qui a un problème dans son management, son organisation et la manière dont on peut aujourd'hui lancer des grands projets industriels. En fait, c'est devenu extrêmement difficile. Il y a une sorte d'ambiance générale anti-industrie, c'est pas propre, l'industrie c'est pas beau, c'est pas bien. C'est très net. Et donc il y a beaucoup de contraintes juridiques, financières. Il semble bien même que l'aventure industrielle. Et donc le moindre grand projet industriel est devenu quasi impossible ou très cher, très compliqué à réaliser. Alors qu'en Chine, c'est dans les délais prévus, dans le budget, et ça marche comme prévu. Vous avez raison, c'est quasiment un phénomène culturel. On a l'impression que l'Europe, qui a inventé l'industrie, qui a été à l'origine de la grande aventure industrielle, a renoncé à cet esprit. C'est ça. Et on n'a pas compris que c'est l'industrie qui fait tourner notre économie, qui nous permet d'avoir le mode de vie que nous avons aujourd'hui, qui nous a permis d'être un pays cultivé, d'être un pays avec de la nourriture pour tout le monde, où on peut chauffer toutes les maisons, où on peut voyager, où on a pu inventer des technologies nouvelles qui sont au service de tout le monde. Et donc, il ne faut pas trop vite jeter le bébé avec l'eau du bain. L'industrie, il y a quelques avantages quand même, et on commence à s'en apercevoir, parce que même maintenant qu'on en a moins, on se retrouve en situation de crise complète. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'emploi, les gens, il n'y a plus pour payer les pauvres, il y en a moins aussi. Donc le social, c'est bien quand il y a quelque chose qui marche pour le payer, le social. S'il n'y a plus d'industrie, on fait quoi ? Voilà. Alors, et donc le nucléaire, ça participe à cette industrie nationale, c'est même presque le fer de lance de notre industrie nationale, un symbole important. Et il y a une raison fondamentale à ça, c'est cette énergie extrêmement concentrée. C'est que ce qui fait tourner une industrie, c'est les machines. Autrefois, on comptait la puissance d'une entreprise en nombre d'ouvriers ou de salariés. Mais aujourd'hui, c'est plutôt en mégawatts qu'on compte la puissance d'un pays. Et donc, la Chine, à elle toute seule, se développe pendant que nous stagnons, voire régressons un tout petit peu. Et donc, en Chine, ils construisent, il y a 2 gigawatts par semaine qui sont ajoutés sur le réseau électrique, c'est-à-dire l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires de taille moyenne, qu'on ajoute sur le réseau. Ça fait, chaque année, la Chine rajoute sur son réseau électrique l'équivalent de toute la consommation d'électricité de la France. Ah oui. C'est une France de plus par an pour la Chine. Et chez nous, ça stagne, voire ça régresse. Donc c'est normal qu'on se retrouve en situation de crise à un moment donné. Alors, on fait moins d'énergie. Quand on le fait beaucoup plus cher, avec une énergie intermittente, le d'être fiable et disponible tout le temps. Donc si on met comme mode la décroissance, ce que certains souhaiteraient, on va avoir la décroissance en guise de résultat. Si on fait tout pour avoir la décroissance, on va vraiment l'avoir. Mais je ne suis pas certain que ce soit totalement souhaitable. J'allais vous poser la question. C'est pas tout à fait de la décroissance, mais ça le risque. L'objectif qui est énoncé par tous les politiques, Hollande le disait, Macron le dit aussi, de 50% de nucléaire dans le bilan énergétique français n'est pas tenable. Mais écoutez, c'est pas que c'est pas tenable, c'est surtout pas souhaitable. Oui, d'accord. Parce qu'on avait réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de monter à 75-80% dans le bilan électrique français d'électricité nucléaire. Les pays du monde entier nous envient ça aujourd'hui, parce qu'on a une électricité, grâce à ça, qui est à 95% décarbonée. On peut remarquer au passage qu'on est passé très proche du 100%, il aurait suffi d'avoir quelques réacteurs de plus. On aurait fait la démonstration du 100% décarboné. Mais 95%, c'est déjà
pas mal. Il y en a beaucoup qui nous regardent avec des yeux envieux, Oui. qui aimeraient bien faire comme nous. Et donc, alors qu'on parle d'une électricité moins polluante, de faire plus propre, de consommer moins de gaz, moins de pétrole et moins de charbon, eh bien, la France a déjà réussi à faire la démonstration qu'un pays qui n'avait pas de ressources fossiles au départ peut faire ça avec succès en seulement 26 ans, la durée du parc nucléaire français. Oui. Et donc, c'est un succès extraordinaire. Et donc, de ce point de vue, vouloir, pour des motifs d'idéologie politique, revenir à 50% seulement, c'est pas un progrès, c'est une régression. Une régression gravissime. Parce qu'on signe la régression dans les mêmes proportions, quasiment, de nos revenus, de notre liberté, de la puissance de la France, de notre indépendance. Oui. Et donc, je pense qu'on va le payer extrêmement cher. Et la France, qui était respectée jusqu'à présent, risque de l'être de moins en moins. Mais il n'est pas trop tard pour se ressaisir. Parce que pour l'instant, Fessenheim n'est pas encore arrêté. Alors, j'allais vous poser la question, mais nous allons faire une seconde pause. Et alors, nous allons aller vers Fessenheim et aussi alors les fameuses énergies alternatives, ce qu'il faut en penser, qui découle tout naturellement de votre constat sur le fait que la réduction du nucléaire n'est pas souhaitable. Alors avec Bruno Combi, nous explorons d'une façon tout à fait hétérodoxe une réflexion sur l'énergie en France. Vous avez été, mon cher ami, passablement iconoclaste jusqu'à présent, et je suppose que vous allez continuer, parce que nous étions sur la fermeture de Fessenheim et sur les énergies dont on nous dit qu'elles sont alternatives ou renouvelables. Alors, Fessenheim présente des risques ou pas d'abord ? Non, Fessenheim n'est pas une centrale dangereuse. Son caractère extrêmement sûr, et même parmi les plus sûrs du parc nucléaire français, a été confirmé par l'autorité de sûreté nucléaire. Et Fessenheim n'est donc pas fermée parce qu'elle serait dangereuse. Elle est fermée par décision politique. C'est une décision qui a été prise sous François Hollande, pour faire plaisir à ses alliés verts de l'époque, lesquels ne sont plus au gouvernement aujourd'hui. Donc on se demande pourquoi il faudrait encore leur faire plaisir. Et donc cette décision, qui était idiote, puisqu'elle consiste à se couper une jambe, a été maintenue malgré tout avec l'élection d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une erreur. Et peut-être qu'il n'est pas trop tard pour changer d'avis, puisque la centrale fonctionne encore. Néanmoins, c'est mal engagé, puisqu'on annonce partout la fermeture, que les commandes pour le combustible du prochain cycle ne sont pas faites, que les arrêts de tranches qui sont nécessaires avec des réparations et de la maintenance ne sont pas programmés, etc. Donc plus le temps passe et plus ça deviendrait compliqué si on voulait redémarrer Fessenheim. Mais pour l'instant, la centrale est encore en ordre de fonctionnement. Et comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, face à ce tout nucléaire, si je puis dire, on nous vante les énergies renouvelables. Dans le bilan actuel énergétique de la France, ça représente combien ? Éolienne, biomasse, photovoltaïque, quoi, c'est... Alors, c'est très faible. L'éolien, c'est de l'ordre de 3 à 4%. Le photovoltaïque, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Donc c'est extrêmement faible dans le poids global. Mais surtout, ce qui est embêtant, c'est que ces énergies, moi je ne suis pas complètement contre un petit peu d'éolien, un petit peu de photovoltaïque dans des mesures raisonnables, si ça coûte un prix raisonnable, si ça produit bien de l'énergie. Je précise que moi-même, j'ai des capteurs solaires photovoltaïques sur ma propre maison. Moi-même aussi. Et que j'en suis plutôt content. Donc, de manière anecdotique, ça peut se faire. Mais il y a un surpris. Voilà, c'est-à-dire que grâce à des lois votées par les gouvernements précédents, cette électricité m'est achetée à un prix déraisonnable, à mon avis. Au-dessus du marché. Au-dessus du prix du marché, et même 5 fois au-dessus du prix du marché, quasiment. Donc ça me paraît... et c'est donc votre voisin qui n'a pas de photovoltaïque qui paye c'est ça, et c'est pas normal, parce que du point de vue individuel, ça peut être pas mauvais, mais du point de vue de la collectivité, c'est un désastre financier. Et ça ne marche que parce qu'il n'y a qu'une très petite proportion de gens qui font ça pour l'instant. Si on voulait le généraliser, comme justement on nous l'annonce maintenant,
eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que le prix de l'électricité va augmenter, comme en Allemagne, dans un premier temps, c'est-à-dire le double en France. Voyez-vous, les 15 centimes qu'on paye le kilowattheure électrique aujourd'hui, eh bien, il y a quelques années, c'était 10 centimes. Oui. Et ce qui explique l'augmentation de 10 à 15 centimes, c'est ce qu'on a appelé la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Voilà. Et donc, c'est quasi entièrement des subventions pour le solaire et l'éolien. Voilà. Et donc, on a déjà fait plus 50% sur le prix de notre facture. C'est quand même pas rien. C'est pas juste un petit gadget marginal qui coûterait 1% du total. Non, je vois, oui. Et c'est pas, on nous explique en même temps que, soi-disant, ça serait rentable, ces énergies. Oui, c'est rentable. Pour quelqu'un comme moi, qui a signé avec un contrat à prix d'or, quand c'est les autres qui payent. Voilà. Donc, c'est facile de faire de la rentabilité avec de l'argent des autres. Mais c'est désastreux du point de vue collectif. Et je pense qu'il faut mettre un terme à cette expérimentation que j'ai expérimentée moi-même, oui, parce que j'aime bien comprendre, savoir comment ça marche, mais j'en suis bénéficiaire. Globalement, ça ne va pas pouvoir se généraliser. Déjà pour des raisons physiques intrinsèques. C'est que l'électricité, elle est intermittente. Le soleil ne brille que quelques heures par jour, à condition qu'il n'y ait pas trop de nuages. Et le vent, c'est de temps en temps quand ça veut bien. Et le rendement de ces installations est entre 10 et 20%. Alors que le rendement du nucléaire, c'est 100% de la puissance quand on en a besoin, puisqu'on peut arrêter les réacteurs, mais on les arrête quand on veut, c'est-à-dire quand on n'en a pas besoin. Pour la maintenance, par exemple, en été, on a moins besoin d'électricité, on arrête quelques réacteurs, on fait la maintenance. Voilà. Et en hiver, ils sont quasiment tous en pleine production, par exemple en ce moment, quand il fait froid, parce qu'on a besoin du courant. Donc c'est pas du tout la même chose, une usine programmable ou une installation qui est aléatoire. Oui, les installations aléatoires ne servent à rien, surtout quand on les complète, comme on le fait aujourd'hui, par des turbines à gaz. Voilà, et où là, même au charbon, parfois. Et on vous en construit un certain nombre en France, sans enquête publique préalable. Hein. C'est comme ça, c'est parachuté, hop, et on vous met des turbines à Nantes et ailleurs. Voilà. Et alors que le nucléaire, on fait des enquêtes publiques multiples et répétitives à n'en plus finir, ce qui est très bien, c'est la démocratie. Mais il faudrait que ça soit dans tous les domaines, les enquêtes publiques et la démocratie. Ça ne doit pas être sélectif. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, vous êtes assez sceptique sur les énergies renouvelables. Disons que globalement, aujourd'hui, ça produit quelques dizaines de térawattheures sur un bilan où on en produit 550. Voilà. C'est-à-dire... Combien vous produisez de kilowatts avec votre installation ? Moi, tout petit peu. Je produis 3000 kilowattheures par an. C'est pas grand-chose. C'est ma petite pierre à l'édifice, en quelque sorte. Et alors, en méga, ça vous fait Mais donc, quand même, comme j'ai une maison que j'ai construite à très basse consommation d'énergie, ça couvre ma consommation. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une maison positive en énergie. Voilà. Mais, attention, je suis néanmoins extrêmement content d'être encore connecté au réseau électrique parce que je produis mon électricité en été quand j'en ai pas besoin, parce que je suis pas dans ma maison, ou que si je suis dans ma maison, j'ai pas besoin de chauffage, et j'ai besoin de mon électricité surtout en hiver, pour faire tourner ma pompe à chaleur qui chauffe ma maison, et là j'en produis quasiment pas. Donc il y a un problème de déphasage. Or la question du stockage de l'électricité... Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, parce que c'est le vrai problème. Alors on sait stocker l'électricité, mais en tout petite quantité. Voilà. Et massivement, il suffit pas de multiplier. Je vais vous faire un autre raisonnement. Les transports en camion, c'est quelque chose qui pue, qui pollue, qui fait du bruit et qui est dangereux. Donc on pourrait dire, avec un raisonnement un peu simpliste, qu'on va résoudre le problème des camions en les remplaçant par des brouettes. Parce que la brouette, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus sympathique. Et puis ça donne du travail. Ça ne tue personne, il suffit de la pousser, ça donne du travail, voilà, ça crée de l'emploi. Hein, et ça résout de manière élégante le problème, sans que ça coûte cher, c'est même gratuit, comme ça, à première vue. Mais si on commence à compter le nombre de tonnes de marchandises, ou de kilos de marchandises transportées, combien ça coûte à la tonne et au kilomètre, on va s'apercevoir que pour déménager un piano de Paris à Marseille, la brouette, c'est pas très pratique. Et avec le coût des charges sociales, j'ai peur que là, ça soit pas compétitif. Et si on ramène le prix de la main-d'œuvre au kilo, etc., on va s'apercevoir que ça ne le fait plus du tout. Et les énergies renouvelables, c'est la même chose. Un raisonnement simpliste qui est de dire il n'y a qu'à mettre quelques éoliennes dans le fond de son jardin et on va tout ou au fond d'un champ à la campagne et on va faire toute l'électricité avec ça. En apparence, ça a l'air d'être vrai. Sauf que c'est simpliste et quand on regarde combien ça coûte, combien ça produit et à quel moment ça produit alors qu'on ne sait pas stocker ces grosses quantités d'électricité, eh ben on se retrouve le bec dans le caniveau. Pour vous, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne solution. Exactement. Ça marche de manière anecdotique, marginale, comme sur votre toit ou sur le mien. Mais ça ne peut pas marcher de manière globale pour alimenter une économie industrielle comme celle que nous avons aujourd'hui et pour entretenir le mode de vie fantastique et formidable dont nous bénéficions aujourd'hui, que nos parents et nos grands-parents n'avaient pas. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. On croit que c'est gagné pour toujours. Ça ne l'est pas. Et que nos enfants risquent de ne pas avoir. Exactement. Surtout si on continue sur la voie que si vous on fait les mauvais indiqué, choix. Exactement. Alors, et donc, voilà. Donc, il faut préparer l'avenir et le nucléaire est une énergie fiable, compétitive, pas cher par rapport à d'autres moyens de production,
qui nous rend indépendants, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette dépendance aux grands pays producteurs de pétrole, c'est quand même quelque chose aussi. Hein. Et donc, nous avons de la chance d'avoir cette industrie nucléaire qui a fait de la France un grand pays pendant un demi-siècle, donc ne la jetons pas trop vite par la fenêtre. Alors, vous parliez du stockage, vous parliez du nucléaire, on nous vante de plus en plus la voiture électrique. Bon, chacun sait qu'elle est polluante à l'amont et à l'aval, parce qu'il y a les produits à recycler, etc. Mais disons, en circulation, une voiture électrique n'est pas trop polluante. Mais au moment même où on nous vante la voiture électrique, on nous dit qu'il faut baisser le nucléaire. C'est totalement contradictoire, bien sûr. C'est contradictoire. Mais bon, nos hommes politiques n'en sont parfois pas à une contradiction près. On a vu pire. Voilà. Alors effectivement, on a besoin, nous dit-on, de voitures électriques. Moi, je suis plutôt pour la voiture électrique. J'en ai une, je roule principalement électrique depuis 2013. Ah oui, quand même. Donc ça fait 6 ans. Et j'ai testé toutes les voitures. Je m'intéresse au sujet depuis plus de 25 ans. Donc je pense connaître assez bien le sujet. Donc j'ai une Zoé depuis 2013. Très bonne voiture, nickel. Oui. Très agréable à conduire. Mais c'est une routière aussi, vous pouvez... Alors, je l'emmène, oui, je vais dans le sud de la France régulièrement, voir en vacances, voir la famille, etc., avec ma Zoé. Bon. Alors, pour dire la vérité, c'est pas top pratique par rapport à une voiture à essence, c'est-à-dire que le temps de trajet, il faut multiplier par 2 par rapport à une voiture à essence. Ah oui. Donc, là où vous aviez un trajet de 7 heures, il vous faut 14 heures avec la voiture électrique. Ah oui. Donc, c'est pas l'idéal. Maintenant, il faut préciser que les voitures électriques progressent, les batteries progressent, et elles progressent assez vite. Alors, jugement. En 2017, c'est ça. J'ai changé la batterie de ma Zoé. Oui. J'ai mis la nouvelle batterie qui venait de sortir. On était donc 4-5 ans après. Hein, la nouvelle batterie, elle est 2 fois plus grosse. Dans le même poids et le même volume. Et pour un prix moins cher. Ah oui, oui. Donc ça progresse. Ça double en 4 ou 5 ans. C'est pas rien et c'est en train de doubler de nouveau. Oui. Donc il y a encore une bonne progression à faire. Là, vous avez des nouvelles voitures électriques qui sortent. Alors, je mentionne bien sûr de manière anecdotique les Tesla, mais qui sont très chères. C'est pas à la portée du français moyen, bien sûr. Mais il y a des voitures qui sortent de moins en moins chères. Par exemple, il y a Hyundai qui a sorti la Kona, ou Kia, un constructeur sud-coréen qui sont très forts sur les batteries, la Iniro, hein, qui sont des voitures 2 fois moins chères que l'équivalent chez Tesla. Alors c'est toujours plus cher, bien sûr, qu'une voiture à essence. Mais une voiture électrique, le frais de combustible, c'est 5 fois moins qu'une voiture à essence, 4 ou 5 fois moins. Donc l'amortissement est assez rapide. Quand on fait son calcul, il faut considérer que le combustible est quasiment gratuit. Ça simplifie le calcul. Oui. Et à ce moment-là, vous apercevez que même si vous payez la voiture 2 fois plus cher à l'achat, eh ben vous êtes encore gagnant. Parce qu'une voiture à essence que vous achetez, que vous payez, mettons, 10 ou 15 ou 20 000 euros, ou 25 000, suivant sa taille, eh bien, elle va consommer sur sa vie en 300 000 km, elle va consommer 2 fois sa valeur d'achat en essence. Ben voilà. Donc, même si la voiture électrique est 50% plus chère, ou même 2 fois plus chère, eh bien, elle coûte quand même moins cher par kilomètre. Eh oui. Donc, c'est comme le diesel, il faut faire son calcul. Oui. Et on s'aperçoit qu'à long terme, c'est moins cher. Il faut mettre un peu plus de sa poche au départ, mais ensuite, c'est moins cher. Et surtout, si on fait attention de bien préserver sa batterie, c'est-à-dire de jamais descendre trop proche d'une batterie vide à 0%, et de ne pas la regonfler complètement à 100% à chaque fois, si on oscille entre 30 et 80%, alors vous pouvez multiplier par 5 la longévité de votre batterie. Ah oui. Et donc une batterie, même d'une petite voiture comme la Zoé, vous pouvez l'amener assez proche de 1 million de kilomètres. Et donc, vous en êtes à combien alors qu'une voiture à essence, elle en fait que 300 000. Oui, c'est le maximum, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement c'est plus avantageux qu'une voiture à essence, mais en plus vous allez l'acheter 2, voire 3, voire 4 fois moins souvent votre voiture. Elle pourra durer beaucoup plus longtemps. Et donc finalement, c'est beaucoup plus avantageux à l'arrivée. Oui. Voilà, donc moi je suis en train de changer, j'ai revendu ma Zoé et j'ai jeté mon dévolu sur le Kona, qui est une voiture électrique performante, avec une batterie, et pas trop chère. Qui est coréenne, donc, vous avez dit. Qui est coréenne, c'est sud-coréen. Les Sud-Coréens sont leaders mondiaux sur les batteries, avec Tesla et les Américains, avec les Chinois. Malheureusement, la France est absente de cette discussion-là, c'est un peu dommage. Et je pense qu'il faudrait s'y mettre assez rapidement. Bien sûr, on a des très bons ingénieurs, on a le CEA. On a eu une très belle entreprise, de recherche. La CGE, voilà, la CGE, qui était capable de... Et puis on a EDF, on a Enedis qui pour nous faire RTE, pour nous faire des réseaux électriques. Voilà, on a le CEA pour nous faire la recherche, donc je ne comprends pas qu'on soit absent de ces grandes décisions sur les batteries. Je pense qu'il faudrait plutôt mettre la priorité là-dessus que sur les énergies renouvelables. Et alors, on peut pas envisager, et ce serait peut-être une de mes dernières questions, un stockage domestique, c'est-à-dire que les gens puissent disposer d'une petite réserve. Ces nouvelles batteries au lithium, on peut faire toutes sortes de choses avec. Bien sûr, on peut faire des batteries de voiture, mais ces mêmes batteries de voiture sont fabriquées avec des cellules qui sont grosses, un peu plus grosses que le pouce.
pousse, vous voyez, D'accord. et qu'on en met des milliers pour faire une batterie de voiture. Ouais. Et donc, on peut en mettre le nombre qu'on veut pour faire des stockages plus gros qui servent pour le réseau électrique. Voilà. Ou on peut en pourrait faire des mettre à la batteries maison. intermédiaires qui sont comme celles d'une voiture, comme taille à peu près, pour mettre sur le stockage des maisons, des stockages C'est ça. domestiques. Voilà. Et donc, chacun pourrait avoir son petit stockage. Alors, j'ai regardé, moi, d'assez près, et aujourd'hui, même en achetant ces cellules ou ces batteries toutes faites au moindre prix en Chine sur Alibaba.com, sans faire de Publicité gratuite. même en les prenant au moins cher, on est à des prix qui sont de l'ordre de 3 000 € pour des batteries de 5 à 10 kWh. Ouais. Pour une maison, il faut plutôt 20 kWh et la rentabilité n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que c'est encore trop cher, même au moins cher des prix chinois d'aujourd'hui. D'accord. Mais les prix continuent à baisser. Donc, dans quelques années, il faudra refaire le point et on verra comment ça sera à ce moment-là. Donc, personnellement, je n'achète pas encore ma batterie, mais je suis la chose d'assez près parce que ça va pouvoir changer. Donc, l'hypothèse, ce serait à la fois de recharger sa voiture électrique et de faire du stockage. C'est ce que fait Tesla, tout simplement. Ouais. Voilà. Mais pour l'instant, ça n'est rentable que dans les pays comme l'Allemagne ou le Danemark où l'électricité est tellement chère que la batterie devient rentable. Bien sûr, mais entendu. En France, où on a la chance d'avoir une électricité pas trop chère, la batterie n'est pas encore rentable. Mais comme on augmente le prix de l'électricité, on va y arriver. Oui. Parce que je note aussi un progrès très significatif des outils équipés de batteries qui maintenant permettent l'autonomie. Absolument, la simple perceuse à la maison, des batteries qui tiennent la route, alors qu'il y a seulement 10 ou 20 ans, ce n'était pas le cas. Et par exemple, on voit sur le marché arriver des tronçonneuses électriques, mais sans fil, nous sommes bien d'accord. Or, ce n'était pas performant jusqu'à présent. Or, il semble bien que l'outil devienne performant. Je vois des professionnels qui l'utilisent. Dans tous les cas, c'est la technologie des batteries lithium-ion qui permet de stocker dans un volume plus faible et une masse plus faible une plus grande quantité d'électricité, avec un nombre de cycles recharge-décharge suffisant qui est de l'ordre de 1000 à 5000, suivant comment on utilise sa batterie. Alors finalement, à la fin de cet entretien, Bruno Combi, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs qui, c'est vrai, sont un petit peu craintifs sur le nucléaire? Alors, d'abord, je voudrais dire une remarque qui est une remarque philosophique, quasiment générale. Faites. On a beaucoup joué ces dernières années à se faire peur. Comme vous disiez, craintif. Ouais. Et ça, c'est un sport très français. On est pessimiste. On est en train de se casser la gueule. Le ciel va nous tomber sur la tête. Vous voyez, c'est gaulois. C'est gaulois, oui. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut être des Français optimistes. Et que là, on va conquérir la planète. Parce qu'on a des bons ingénieurs. On est un peuple qui est capable d'être accueillant, d'être inventif. On a des ressources extraordinaires. Mais il ne faut pas s'auto-flageller en permanence. Donc, soyons optimistes. On a la chance d'avoir un pays avancé, moderne, avec une bonne technologie, des bons ingénieurs. Vous savez, on est le seul petit pays, même occidental, qui a réussi à développer à la fois l'industrie des avions, des fusées, du nucléaire, de l'électronique, de l'armée, même les sous-marins. On sait tout faire. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Et donc, capitalisons là-dessus en changeant avant tout notre mentalité. Il faut réapprendre à devenir optimiste, à devenir moteur, à devenir libre, à devenir indépendant, à bosser, parce que ça ne se fait pas que en faisant la sieste, même si je suis absolument favorable à la sieste. C'est un moyen d'être plus efficace. Bien sûr. Mais... Et donc, soyons optimistes et reprenons confiance dans notre industrie, dans notre économie, peut-être aussi dans nos dirigeants. Et en nous-mêmes, avant tout, c'est plus dur. C'est plus difficile, on a plus de mal. Après la crise des Gilets jaunes, ça sans confiance, on ne peut rien faire. On ne peut pas construire soi-même sa vie sans se faire confiance à soi-même. Non. Et on ne peut pas construire son pays sans faire confiance à ses dirigeants. S'ils ne sont pas bons, il faut les changer. Eh bien, voilà. Mais une fois qu'on a voté pour, il faut leur faire confiance. C'est pour ça qu'on les a élus. Et donc, en tout cas, si on a voté pour quelqu'un, il ne faut pas se plaindre. Oui, aussi. Oui. Voilà. Donc, avançons, reprenons notre destin en main, en quelque sorte, et pour produire l'énergie, entre autres au nucléaire, mais aussi à une certaine proportion d'énergie renouvelable, même si ça restera probablement marginal chez nous, comme ça l'est chez les autres, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et par contre, l'industrie des batteries pour l'avenir, oui, le nucléaire, oui, les voitures électriques, oui, tout ça, il y a de l'avenir, il y a un assez grand avenir. Et on va tourner une nouvelle page de l'humanité qui sera encore plus formidable que celle qu'on a connue jusqu'à présent, à condition qu'on prenne les bonnes décisions. C'est assez simple, en fait. Eh bien, acceptons-en l'augure. Et je sais que vous reviendrez nous reparler de ces questions dans quelques mois, comme vous l'aviez fait il y a quelques mois d'ailleurs, ou même quelques années. À TV Liberté,
dans Politique et Économie. Eh bien, Bruno Combi, merci. Merci Olivier. Et chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, puisque Bruno Combi vit véritablement ce problème industriel de l'énergie comme une nouvelle aventure pour notre pays. Absolument. Merci. Merci.